Agnès Buzyn, ma première question est pour vous. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé au cours de ce reportage? Les forces de conviction des personnes qui font œuvre de désinformation au quotidien. On a l'impression que c'est quelque chose d'existentiel pour elles. Je pense à toutes ces associations et tous ces lieux de culte qui promeuvent la désinformation. Et je me suis demandé quelles étaient leurs motivations, quels étaient leurs ressorts pour avoir cette force de persuasion. Et alors, est-ce que vous avez une esquisse de réponse à cela? Alors, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre mystique, quasiment, l'impression de détenir une vérité que les autres n'ont pas. Et alors, je pense que c'est quelque chose qui est moins visible aujourd'hui en Europe. Il n'y a pas ce côté mystique de cette croisade contre la science que l'on voit aux États-Unis aujourd'hui. En tous les cas, c'est moins répandu. Mathieu Molimar, la cherté des soins, les déserts médicaux, ce vide est-il propice à la désinformation et encore plus lorsqu'elle est portée par une idéologie selon vous? C'est clair que si on n'a pas de médecin à proximité, pas de professionnel de santé qui peut vous redonner les faits et la science, vous êtes vous pouvez avoir l'emprise de tous les gens qui veulent profiter de votre détresse et de votre souffrance. Donc vous êtes dans un moment de fragilité quand vous êtes malade et c'est pas pour rien que la désinformation porte essentiellement sur la santé, parce que ça touche à nos vies, ça touche à la maladie, à ce qui est essentiel. Et donc, si vous n'avez pas de médecin, si vous avez un désert médical, vous êtes, quand vous êtes malade, très exposé à des informations. Thomas Huchon, vous qui êtes spécialiste de la lutte contre la désinformation, est-ce que vous avez retrouvé dans ce reportage, est-ce que vous avez décelé des mécanismes de la désinformation? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Ce reportage, déjà, félicitations pour le travail qui a été fait. Il montre bien, en réalité, ce que disait Agnès Buzyn, c'est-à-dire qu'il y a une forme de croyance qui s'est installée chez des gens, et ces gens en ont fait soit une occupation militante, soit une occupation économique. Faut pas oublier que tous ceux qui vendent des remèdes miracles, ils vendent des remèdes miracles. Ceux qui vendent l'idée qu'il faut manger cru pour lutter contre le cancer, souvent ils vendent des extracteurs de... Là, en l'occurrence, on a un éleveur de vaches, effectivement, qui vend son propre lait cru. Voilà, donc là, en fait, je crois qu'il y a... Souvent, on se pose la question, est-ce que ces gens croient vraiment à tous ces trucs un peu dingues qu'ils racontent? Je crois qu'on peut pas écarter l'idée qu'ils y croient vraiment. Parce que ça demande une telle mobilisation, un tel travail, en réalité, qu'on est obligé de voir qu'ils y croient un petit peu. Et moi, qui suis ces sujets depuis très longtemps, en fait, je suis un peu sidéré par la capacité des acteurs politiques et associatifs d'aujourd'hui sur la désinformation sanitaire à recycler des arguments qu'on voyait déjà il y a assez longtemps. L'histoire de la rougeole, c'est très ancien. Quand on suit les conspis, en réalité, ça fait longtemps qu'on parle de tout ça. Si on prend les choses très paradoxales que dit Robert Kennedy, le ministre de la Santé aux États-Unis, en fait, tous ceux qui suivaient Alex Jones, qui est le plus gros complotiste américain, ils retrouvent tout ce qui avait été défendu dans les vidéos d'Alex Jones, dans les articles publiés sur le site Infowars. L'histoire que les vaccins provoquent l'autisme, que l'eau du robinet pourrait nous rendre homosexuels et donc qu'il faudrait vendre des filtres. Mais Alex Jones, il vend les filtres à mettre sur l'eau du robinet pour éviter le problème qu'il a créé. Donc il y a un côté totalement pompier pyromane chez ces gens-là, qui trouvent une résurgence et un impact dans la société qui est démultiplié par l'impact des plateformes numériques. On va en parler évidemment des plateformes numériques tout à l'heure. Simon Rodier, qu'est-ce qui vous a le plus frappé au cours de ce reportage en enquête? Vous avez passé du temps aux États-Unis, plusieurs semaines. Qu'est-ce qui vous a alerté? Alors surtout dans le cadre de l'épidémie de rougeole dans Caroline du Sud. Donc l'épidémie de rougeole, ça n'avait pas eu lieu depuis 25 ans environ aux États-Unis. Il y en avait une l'an dernier au Texas, là c'était en Caroline du Sud. Nous, ce qui nous a marqué, c'est l'éloignement, en quelque sorte, des populations par rapport au secteur médical. Donc c'est une zone, le upstate, assez pauvre. On a assisté à des dons alimentaires, notamment dans les églises, parce que c'est les lieux où se rassemblent les gens. Il y a énormément d'églises là-bas. C'est les seuls lieux collectifs. On a l'impression où vraiment il y a une faculté de se rencontrer. Et c'est là où le Father Brown, qu'on voit dans le reportage, essaye de mettre en place une sécurité sanitaire, en quelque sorte, pour donner de l'information aux gens. Parce qu'en fait, c'est assez grand, les États-Unis, évidemment. Les gens habitent, pour la plupart dans cette région, dans le comté de Spartanburg, dans des mobile-homes.
assez éloignés des zones commerciales, des centres-villes. Donc il y a vraiment un sentiment d'éloignement de tout un système. Et quand on les voit arriver à l'église, eh ben, il y a des très très simples questions qui sont posées. Mais est-ce que ça va me faire mal le vaccin ? Est-ce que je peux le prendre ? Il y a vraiment une notion d'éloignement de l'information. Et de méconnaissance, ouais. De méconnaissance. Et c'est d'ailleurs tout le travail qui est fait par l'école de médecine qu'on a vu. Ça fait très très peu de temps que c'est lancé. 2 ans et demi pour Lisa Carroll qu'on voit dans le reportage. En fait, ce qu'elle veut faire, c'est vraiment remettre les médecins au centre de la vie américaine. Et c'est compliqué, parce que les gens, ils n'ont pas forcément d'argent pour se soigner, ou alors ils vont faire des choix. Ils sont loin, ils n'ont pas forcément de voiture pour y aller. Les médecins, ils ne les voient que très rarement. Et donc, du coup, il y a toute une éducation à refaire. Et elle nous racontait que la journée qu'on a passée avec eux, il y avait environ une 50aine de personnes donc issues des communautés assez pauvres du coin qui viennent. C'était 10 il y a 2 ans, c'était 25 il y a 1 an, et là c'est 50, ça monte petit à petit, mais c'est vraiment du travail de fourmi pour donner cette information. Et voilà, moi ce qui m'a marqué, c'est vraiment cet éloignement. L'éloignement et ironie de l'histoire, si je peux le dire ainsi, Simon, c'est que c'est parfois pour des raisons religieuses que l'on demande une exemption de vaccin, de vaccination, et c'est dans ces lieux-là, vous le disiez, ce tissu social des églises, que l'on va justement essayer de réinformer les parents sur le bienfait de la vaccination. Agnès Buzyn, du porte-à-porte, on en est là, on voit cet élu démocrate. Alors on sait qu'en politique, dans beaucoup de pays du monde, même s'il y a les réseaux sociaux, le porte-à-porte, ça fonctionne, ça convainc. Mais là, on voit cet élu démocrate qui doit aller sur le terrain pour essayer de convaincre du b.a.-ba de la médecine et de la science. La science, en tout cas dans la relation médicale, la notion de confiance et la notion de colloque singulier, c'est-à-dire de nouer un contact direct entre le patient et le médecin, est une notion fondamentale en médecine. Et comme le disait Mathieu Molimar, dans une population qui n'a pas accès à ce tiers de confiance qu'est le médecin, effectivement, les fausses croyances peuvent prospérer facilement. Donc, elle tente de recréer ce contact, de recréer ce lien de confiance avec des explications scientifiques. Mais je voudrais quand même rebondir sur ce que vous disiez sur les États-Unis. Je pense que la désinformation médicale, elle prospère dans beaucoup de pays avec d'autres ressorts que l'éloignement. Il n'y a pas que l'éloignement, malheureusement. Là, c'est un cas très particulier. On est dans l'Amérique profonde, difficulté d'accès aux soins, pas de relation de confiance avec un médecin. Mais pour avoir vécu en Europe au moment du Covid, on a bien vu que la défiance vaccinale, elle était dans toutes les couches de la population, y compris des couches très bien informées. Et donc, il y a d'autres ressorts aussi que simplement la fragilité, la pauvreté, l'éloignement n'expliquent pas tout. Le doute, le fait de remettre en cause la pensée dominante qui serait polluée. Le côté anti-système, en fait. Ça, c'est le côté anti-système. Qui joue aussi, y compris aux États-Unis, dans d'autres populations. Alors, pour bien comprendre l'idéologie Make America Healthy Again, rendre à l'Amérique sa santé, la rendre en meilleure santé, 4 cas concrets. Thomas Hicham, vous l'avez esquissé. Je vais me tourner vers nos professionnels de santé pour nous expliquer quelle est cette vieille théorie qui revient comme un leitmotiv. Alors, selon Robert Kennedy, le paracétamol et le vaccin contre le ROR, la rougeole, les oreillons, la rubéole, causent l'autisme. Infox, évidemment, sous cela est faux. Autre affirmation, cette fois qui nous vient du chef de la Maison-Blanche, le président des États-Unis, paracétamol, les femmes enceintes, risque d'autisme, n'en prenez pas, point d'exclamation, toujours au sein de cette administration Trump. Et c'est une infox à nouveau. On va le voir qu'il s'agit cette fois de l'hépatite B, il me semble, c'est bien cela, le vaccin contre l'hépatite B non recommandé pour les nouveau-nés. Très bonne décision, dit Donald Trump, sûr de lui, eh bien c'est faux. Et puis enfin, elle est aussi, hélas, spectaculaire, cette contre-vérité. Il n'y a aucun lien entre le VIH et le sida. Or, cela fait des dizaines d'années que la science dément catégoriquement cette allégation du ministre actuel américain de la Santé. Cette théorie sur l'autisme, elle revient de longue date, depuis 1998. On est du côté de la Grande-Bretagne. Racontez-nous. Alors, avant de répondre à ça, c'est quand même assez étonnant parce que ça ne nous est pas arrivé. C'est une désinformation d'État que l'on observe. C'est
c'est systématisé au niveau État, ça devient de la politique, ça détruit les institutions. On a vu qu'ils avaient licencié des quantités de personnes dans les systèmes de surveillance, des épidémies, le FDA, on ne peut plus vraiment leur faire confiance. Donc ils sont en train de détruire le système de santé et le système scientifique. Et la recherche scientifique est mise sur un même pied d'égalité que l'idéologie. Je vous rappelle que le vice-président Vance a dit il y a un an, quasiment jour pour jour, l'ennemi, c'est l'université et les professeurs. Ce qui veut quand même dire que la science est dans la cible et qu'en fait, le problème, il est là. C'est que si on détruit la science, si on détruit les faits, eh bien, on détruit ce qui nous fait nous entendre et on détruit la société et on prend le pouvoir. Mais lui était scientifique en 1990. En tout cas, il était chirurgien. Racontez-nous l'histoire. Alors, il est je britannique. reviens sur Wakefield. Je n'ai pas éludé votre question. Donc, c'est un chirurgien qui a fait une étude. Alors, il avait des énormes liens d'intérêt puisqu'il voulait développer un autre vaccin. Il était conseiller pour des avocats qui traitaient des sujets de vaccination. Et il a fait une étude sur 12 patients, enfants, où il aurait montré un lien avec l'autisme qui était une fraude scientifique. Ce n'est pas une controverse, c'est une fraude caractérisée. Mais qui est paru dans la prestigieuse revue des Lancet. Ça est paru dans la prestigieuse revue des Lancet. Il a fallu 10 ans pour le faire retirer. C'était une fraude, il a été radié de l'ordre des médecins anglais, et puis derrière, il y a eu plein d'études avec des centaines de milliers d'enfants qui ont montré que ça n'était pas vrai. Il n'y a aucune raison pour que le vaccin... Et cet homme s'appelle Andrew Wakefield. Et regardez, nous sommes allés sur le site officiel de l'agence fédérale qui gère les maladies et la prévention, l'affirmation selon laquelle les vaccins ne provoquent pas l'autisme, ne repose pas sur des preuves scientifiques. Aucune étude n'a écarté la possibilité que les vaccins administrés aux nourrissons puissent provoquer l'autisme. Ce sont donc les affirmations aujourd'hui des autorités sanitaires fédérales américaines. Les études suggérant un lien ont été ignorées par les autorités sanitaires et d'affirmer qu'une nouvelle évaluation est lancée. Thomas Huchon, la santé, c'est clairement un terrain propice aux manipulations, à la désinformation. J'aimerais tout de même vous entendre sur le fait, effectivement, qu'on a ce pied d'égalité entre la science et entre, on parle de la première puissance mondiale, et l'administration américaine. Franchement, je pense qu'on est en train... Des fois, j'ai l'impression qu'on vit un cauchemar et qu'on va se réveiller. Qu'en fait, c'est pas possible qu'un pays, qu'un grand pays, l'Amérique, c'est un grand pays. C'est un pays avec des scientifiques d'une immense qualité, avec des chercheurs remarquables, des universités brillantes. Et en fait, ce pays-là, il est en train de disparaître, d'être étouffé par des fanatiques, par des gens qui n'ont plus aucune prise avec la réalité, qui n'ont plus aucune prise avec les faits. Moi, je ne vous parlerai même pas du terme vérité. Je veux dire, quand on est, comme moi, quelqu'un qui lutte contre les fausses informations, on n'essaye même plus de défendre la vérité. On essaie de défendre les faits. Eh bien, quand on essaie de poser les faits sur la table, on se rend compte qu'ils sont balayés. Ils sont balayés et que c'est ça peut-être les conséquences de cette post-vérité chère à Donald Trump. C'est que finalement, la vérité est une partie du mensonge. Et pour eux, le mensonge a gagné. Et donc, on en est là. Et moi, je suis un peu terrifié. La santé, c'est l'un des sujets qui nous concerne tous. C'est l'un des rares éléments sur lesquels on a tous une forme d'intérêt. Les questions démocratiques sont fondamentales, mais il y a des tas de gens qui ne votent pas et finalement qui s'en fichent. La santé, on est tous concernés. Ouais. Et c'est pour ça que ce sujet, il est aussi hyper investi par des gens qui sont des militants. Ce sont des gens qui combattent. Qui en ont fait un cheval de bataille. Exactement. Simon, j'ai une autre question avant de vous laisser. Simon, Maha, 4 lettres donc. À la base, sur le papier, sans vouloir vous provoquer, j'ai envie de dire c'est bien d'être en meilleure santé. Non, mais ce mouvement dit aussi manger moins gras, moins sucré, moins salé. Après tout, la prévention qu'on a en France, faites du sport, on le voit, on fait des tractions, faites du sport et tout. Sur le papier, c'est bien. Mais c'est quoi ce mouvement ? Non, mais en fait, on a discuté avec des pédiatres, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur rendre l'Amérique en meilleure santé ? Sur le slogan lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire. Faites du sport, manger moins gras, etc. Ce qui se cache derrière ça, c'est justement les problématiques de fausses informations ou d'ailleurs de ne pas donner des informations dans un concept de vente de produits ou de vente de son image personnelle, d'ailleurs. C'est ce qu'on voit avec un des influenceurs. Donc, en fait, c'est tout ça qui se cache derrière. Alors,
ça englobe un nombre de gens impressionnants. Maha, il y a les Maha Moms qui vont être très présentes sur les réseaux sociaux. Il y a des gens comme Marie Hollande qui sont des idéologues. On parlait d'emprise ou d'ailleurs de conception personnelle un petit peu. Elle a un besoin de peut-être sortir un peu d'un personnage depuis 25 ans avec un fils malade et elle est dans un combat personnel qu'elle a mené. Il y a plein de disparités. Il y a ces youtubeurs. Donc c'est un mouvement qui plaît aussi parce que vous avez vu les vidéos, on essaie de passer des vidéos pour les jeunes, on essaye de faire un style totalement novateur. C'est attirant. Le jeune gamin qui avait 17 ans, d'ailleurs, qui est tombé dans le piège de Saladino, il nous le disait, mais moi, je regarde ces gens-là, qui ont des muscles, il est en Californie, il est costaud. Voilà, on est vraiment de l'attirance de jeunes personnes, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est le plus dangereux parce que derrière ça, c'est ce que dit la personne aussi au début, est-ce qu'il y a un médecin à l'intérieur de ce système-là? Peu. Marie Hollande, par exemple, elle nous parle des gens qui font ces rapports en nous précisant elle-même. Bon, ça, c'est 2 médecins qui ont été radiés, mais en fait, c'est parce qu'ils disaient la vérité. Ou lui, en fait, il n'est plus médecin parce qu'il a été radié lui aussi, mais bon, il y a toujours une excuse pour dire que... Merci. Et le consensus scientifique, par exemple, elle le balaye. Le balaye d'un revers de main. Voilà. Merci beaucoup, Simon. Donc, un système de santé sous emprise aux États-Unis à revoir sur notre plateforme TV5.plus. Merci à vous.